cette série de conversations intimes en compagnie de l'artiste artisan Bernard Deporter. Lors de nos conversations intimes, nous aborderons un à un, comme on feuillette un beau livre, les facettes éclectiques de sa personnalité hors du commun. Un univers particulier. Hello Bernard, nous sommes aujourd'hui dans ta cuisine extérieure, au cœur de ton jardin, pour cette deuxième conversation intime. Tu vas nous raconter ton parcours de couturier, cette fois-ci, le lancement de ta maison, les 20 premières années de savoir-faire, des rêves qui t'ont amené à concrétiser tes projets, tes buts, tes réalisations, des aboutissements les uns après les autres, et la suite, qui nous réserve de grandes surprises. Et donc c'est principalement la couture, le couturier, c'est le thème d'aujourd'hui. Et là tu nous raconteras évidemment ce qui a attiré ton regard après ces fameux stages à Paris dont tu as parlé pendant le podcast numéro 1, et on en était arrivé là. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ah bien, ce qui s'est passé, ça a d'abord été en 2003, un papier sur un trottoir au bord d'une poubelle qui débordait, que ma carrière démarre. Oui. C'est vraiment une scène de film encore qui m'arrive comme à chaque fois. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je sortais de chez Tapidus, où je faisais un stage à l'époque, rue Jean Goujon, tu vois, et pile là où je faisais mon stage, dans cette rue, je marchais sur un trottoir pour prendre le métro, et tu as plus ou moins au niveau de l'ancien emplacement du bazar de la Charité, tu avais des poubelles qui débordaient, plein de papiers qui débordent de la poubelle, mais plein de poubelles, plein de cartons, plein de bazar. Et donc, moi, en bon citoyen civique, je ramasse les papiers qui sont à terre pour les remettre dans la poubelle. Et au moment où je les ramasse, eh bien en fait, sur ce papier, je vois tout un listing. Il y avait 2 feuilles avec tout un listing et tous des noms de personnalités connues qui étaient dessus. Et je suis assez étonné, donc je le prends évidemment. Et donc sur ce listing se retrouvaient différentes personnalités connues du cinéma. Surtout, c'était beaucoup des personnalités aussi, des attachés de presse. Et il y avait un nom qui a marqué dans la liste, parce que c'était le seul nom... d'une tête couronnée qui était dessus, et c'était la princesse Anne de Bourbon de Sicile qui était dessus. Et donc avec son adresse perso, et donc je me suis dit là il y a peut-être un signe, il faut peut-être que je lui écrive, parce que c'était une des rares personnalités qui était dessus. Alors c'est dingue parce que Christian Dior a commencé sa carrière aussi avec une étoile qu'elle a trouvée sur un trottoir. Je sais pas si tu connais cette histoire. Donc il se promenait sur un trottoir, il a trouvé une étoile en métal et il l'a gardée dans sa poche, et il l'a vu comme un signe pour lancer aussi sa maison, quoi. Donc on croit que tous les couturiers sont vraiment sur les trottoirs, ils trouvent des symboles pour lancer leur boîte. Et donc à ce moment-là, donc j'étais en plein questionnement, parce que où j'essayais de me faire engager dans une grande maison et commencer au bas de l'échelle en étant assistant, essayer de monter comme la plupart font, ou je revenais en Belgique et je montais ma propre maison. Or, le gros avantage, c'est que ma maison de ma grand-mère était vide ici. Et je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose à faire. Mes sœurs, elles occupaient la maison, enfin, ma sœur aînée occupait la maison. Elle comptait pas rester. Et cette maison était complètement vide. Donc, il y avait vraiment toute la place pour pouvoir démarrer une maison de couture en Belgique. Donc, j'étais assez tenté de ça. Parce que moi, à l'époque, j'habitais chez mes parents. Et donc voilà. Mais pendant ce stage, j'étais à Paris, donc je dis... j'appelle ma mère en disant j'ai trouvé un papier, il y a une adresse, est-ce que c'est pas la personne que tu m'as parlé dans les journaux? Parce que ma mère coupait les coupures de journaux quand elle trouvait des articles, et il y avait un article qu'elle avait coupé de Anne, qui était dans le point de vue ou dans un L, je sais plus, où elle disait qu'elle était prête à miser sur un créateur, qu'elle sentait bien les personnes passionnées, et donc
Et donc c'est incroyable. Hein. Et donc ma mère, ah ben oui, c'est la même personne. Je dis comment on écrit une princesse. Je dis, moi je savais pas le protocole, etc. À ce niveau-là. Et donc elle me dit, écoute, je sais pas, tu m'ennuies. Essaye de voir sur internet. Donc j'ai regardé. Mais à l'époque, on n'avait pas encore les iPhones. Hein. J'étais encore avec mes vieux Nokia 3310, je pense, à cette époque-là. Et donc je lui écris une lettre au culot. Je fais 2 croquis, je mets dans sa boîte aux lettres. Elle habitait pas loin de entre les Invalides et Saint-Germain-des-Prés, donc c'est très très grand, très vaste dans ce quartier-là. Et donc j'ai posé sa boîte aux lettres, je me dis une bouteille à la mer, on verra bien. Et 2 jours après, on appelle sur mon portable, on met un message, et c'était Anne qui me disait qui me félicite pour mes croquis, elle dit que c'est magnifique et elle me fixe rendez-vous pour qu'on puisse chez elle, pour qu'on puisse se rencontrer. Et ça s'est fait comme ça. Et je découvrais ma première marraine chez elle. Alors j'aimais beaucoup parce que c'était un peu intimidant et en même temps elle m'a mis à l'aise tout de suite et j'ai eu un coup de cœur pour elle tout de suite. Quoi. Donc ça s'est fait, mais comme avec toi, comme avec la plupart de mes amis qui restent fidèles. Et ça fait déjà, t'imagines, ça fait 21 ans d'amitié qu'on a entre nous. Quoi. Et donc ce petit geste qui peut paraître insignifiant a orienté à ce moment-là la suite de ta vie. Comme d'autres détails orienteront différentes voies et multiples facettes de ta personnalité. Tout à fait. Mais ce geste-là, ce jour-là, c'était vraiment... Tu as senti à ce moment-là que c'était vraiment très important pour toi? J'ai eu un petit... Donner l'impulse. J'ai eu ce qui est arrivé avec l'atelier, quand j'ai acheté l'atelier à Mme Pinault des outils, c'est la même chose. C'est le même genre, oui. Je sens qu'il y a quelque chose c'est pas quelque chose à jouer, mais que la vie me fait un petit cadeau. Oui. Un petit cadeau. Une étoile, en fait. Une étoile. Parce que c'est vrai que c'est pas des personnes que tu touches facilement, quoi. Les adresses des personnalités, toutes ces personnes se protègent, se cachent. Et puis alors quand tu leur écris, tu stresses en disant, oui, mais est-ce qu'elle va croire que je suis un tueur en série, ou tu vois, c'est toujours ça aussi. Et puis comment aborder ces personnes. Et en fait, il suffit de les aborder avec son cœur et tout simplement faire, elle a fait confiance. Elle a fait confiance tout de suite. Magnifique. Et donc je la rencontre, et puis elle me dit, j'ai un bal à Rome, je sais plus si c'était à la Villa Médicis ou à la Villa Borghese. Je pense à la Villa Médicis, et elle a été ce bal avec sa fille, et donc elle m'a demandé de créer une robe pour elle, pour m'aider à me faire connaître, et tâter le terrain, voir si ça plaît. Donc je lui ai dessiné des croquis, qu'elle a validé, j'ai commencé à monter mon premier atelier chez moi, dans le salon au 2e, et j'ai commencé avec ma machine à coudre, à piquer à la machine, puis aller faire un aller-retour, faire un essayage chez elle. Je lui ai livré la robe, une pour elle, une pour sa fille, donc elle l'a portée, et j'ai fait la première photo dans le point de vue de Anne avec ma robe. Et donc c'est assez motivant d'arriver déjà jusque là et d'avoir une personne aussi belle, parce que Anne elle a un chic incroyable, un charisme, un humour. Anne Bourbon, c'est vraiment un personnage, hein, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Et donc elle me dit, écoutez, si vous faites une petite collection, on pourrait envisager que je organise pour vous votre premier défilé à Paris. Donc je dis, écoutez, pas de souci, alors je vais commencer à travailler. Donc j'ai commencé à chercher des stagiaires, j'ai trouvé une stagiaire, et qui a travaillé tout le temps avec moi, elle s'appelait Julia, et en 2003 on démarre, ma mère, moi et cette stagiaire. On travaille à 3 comme des dingues, on passe des nuits blanches, ma mère vient me réveiller à 2h du matin pour qu'il dort une demi-heure, puis alors c'est la stagiaire qui allait dormir, puis écoute, on a commencé comme ça. C'était terrible. Pour finir tout dans les délais, on a tout fini, puis on est parti avec toute une classe de mon école de la Providence, avec mes anciens professeurs. On a organisé un défilé à Ville-Matignon, au restaurant Marquette, qui est le restaurant tout près d'Élysée, qui venait de s'ouvrir, qui était un monsieur qui avait ouvert ça, qui était une connaissance d'Anne, et donc on a fait le défilé là. Elle avait invité Claudine Augier, l'ancienne James Bond Girl, elle avait invité Rika Zaraï, qui était ma seconde cliente. Elle avait invité qui d'autre, la de Bracance, que c'était comme des grands noms, Éléonore La Rochefoucauld, que je change encore un petit peu avec elle, le prince Fassad de Tunisie. Donc voilà, tous ces amis en fait, qui étaient quand même des personnes assez mondaines à Paris. Et moi la collection m'a beaucoup plu. Je n'ai rien vendu, j'ai absolument rien vendu, mais je m'en fiche, j'avais fait mon premier défilé à Paris. Alors quand tu fais un premier défilé à Paris, et que tu lances ta petite maison ici, les bâtiments à la maison, tu fais la place qu'il y avait ici, tout était rempli en des affaires de mes grands-parents, il a fallu commencer à vider,
tu démarres pas comme ça, mais j'ai eu mon premier article dans l'Éventail. C'est agréable. Et ça, c'est ma mère, elle avait appelé, non, c'est pas l'Éventail, c'était l'Événement, qui était concurrent de l'Éventail à l'époque. Oui. Et donc, on est sur notre premier article, et c'est ma mère qui avait appelé, parce que j'étais très timide, comme toujours, donc elle faisait un peu le rôle d'attaché de presse. Et donc, faut quand même le dire, ma mère est ma première supporter, et encore à l'heure actuelle, 21 ans après, elle est toujours là. Donc, bon, mes sœurs me soutiennent beaucoup, mon père aussi, j'ai une famille extraordinaire, moralement, qui s'investissent, mais ma mère, elle s'investit aussi physiquement avec moi. Son temps. Les autres, chacun travaille, ce qui est normal, chacun a sa vie. Mais moralement, ils sont là et en pensée. Et donc ça, c'est très important. C'est une des clés pour la réussite pour les jeunes, ce que je dis, s'il n'y a pas au moins une famille derrière, ou au moins des amis qui vous soutiennent, c'est impossible d'y arriver. Moralement, déjà, psychologiquement, c'est indispensable. Donc là, j'ai toujours été gâté de ce côté-là. Donc, on réalise toute cette collection, on la présente à Paris, beaucoup de succès, on commence à avoir le premier article, et après cet article-là, nous avons eu, j'ai dit à ma mère, écoute, il faut qu'on rentabilise cette collection, donc il faudrait, qu'on n'a pas l'argent, on va faire des défilés dans des châteaux. Je me suis dit, c'était peut-être la solution, c'est de faire des défilés dans des... comme les châtelains ont 1000 difficultés pour maintenir leur château et que ce sont des lieux historiques et qu'en plus des écrins pour valoriser un travail, quand c'est 18e, Renaissance, il y a tous les styles en Belgique, on a quand même autant de châteaux en Belgique qu'en France, mais c'est l'occasion. Et je ne sais plus comment, on arrive, par là, alors on arrive à avoir un contact avec un historien de C du Belge qui est Gérald de Coster, qui me met en contact avec Mme Zustrassen, qui était l'ancienne dame d'honneur de la reine Fabiola, qui est la grande amie de la princesse Elisabeth de Chimay, qui est ancienne dame d'honneur de la reine Fabiola aussi, et donc qui nous permet de pouvoir tous se rencontrer au château de Chimay. Et la princesse Chimay accepte de devenir ma marraine sur la Belgique pour organiser mon premier défilé en Belgique. Donc ça s'est fait comme ça. Et donc la princesse Chimay organise un défilé dans son beau théâtre, on fait des articles dans Paris Match, première page en Paris Match, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et les portes commencent à s'ouvrir comme ça, la princesse Chimay avait invité plein de monde et elle était vraiment formidable parce qu'elle m'a appris tellement de choses sur Mme Tallien, que la grande amie de Joséphine de Beauharnais est devenue princesse de Chimay, est enterrée dans l'église à Chimay, et en plus elle avait encore toutes les archives, encore les correspondances de Joséphine de Beauharnais, donc je me retrouve à pouvoir approcher au plus près de l'intimité de Joséphine, Mme Tallien, etc. Elle m'a ouvert un monde incroyable. Et puis la princesse Elisabeth, qui est décédée il y a 1 an, que j'adorais, on a gardé contact pendant près de 20 ans ensemble par téléphone, chaque fois un nouvel an. Mais surtout, ce qui était très chouette, c'est qu'elle était quelqu'un qui, elle s'était pas aidée une fois et puis t'oublier. Il y a une relation qui se créait comme ça. Et ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est génial d'avoir un suivi avec toutes ces personnes. Et je me souviens qu'elle m'avait ouvert cette armoire où me sortir ces robes de l'an 20, des années 50, etc. Donc c'était chouette parce que chaque fois, toutes ces personnes me partageaient m'expliquaient comment ça se passait chez l'an 20, quand elles étaient clientes, etc. Et ça, c'est des témoignages qui sont privilégiés. Enfin, c'est un privilège précieux pour moi, pour moi en tant que passionné d'histoire, de pouvoir avoir les témoignages de toutes ces personnes qui ont connu des époques dans la mode qui ont été révolues. Oui, et que tu ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Tu aimais bien après. Ensuite, on a fait des défilés. On était approché alors par la fondation d'Erasme pour le cancer du sein. On a fait notre défilé au château de la Hulpe. Et la tournée des châteaux a démarré comme ça. Donc, c'est-à-dire que la collection tournait pendant 1 an. On présentait chez tous les châteaux comme ça. Et on se faisait connaître. On a fait les Bals de France. Avec Édouard Tolstoï, on a fait plein d'événements. Alors plus tu fais d'événements, la Belgique est très petite, donc tu te fais connaître très rapidement. Après ça, là on a commencé à vendre. Petit à petit on a commencé à vendre une robe, l'autre robe, voilà, impossible de rentabiliser le truc, mais par contre j'apprenais. Et alors je commençais à réapprendre à coudre, parce que j'avais plus cousu en 3-4 ans. Quand j'étais à Paris, je cousais pas. Moi, c'est comme le vélo, non? C'est un peu comme le vélo, ça revient petit à petit. Mais comme je dis, pour maîtriser un métier, c'est expérience. C'est au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que tu commences vraiment à maîtriser les choses. Au moins au bout de 20 ans. Oui, parce que c'est comme le vélo à la base, mais c'est plein de détails. Il y a une panoplie de détails. Il y a plein de métiers dans le métier. Oui, c'est ça, c'est plein de métiers dans le métier. Si on résume le métier, il y a d'abord le travail de styliste, il faut dessiner.
c'est la création, donc Oui. les moodboards, etc. Ensuite, tu as tout le travail des matières, des couleurs, et en fait de coloriste et de texture, de matière. Puis il y a le travail du tailleur, du flou. C'est deux métiers différents. Le tailleur, c'est tout ce qui est structuré, c'est le tailoring, les trenches, les manteaux, tout ce qui demande une précision des poches, dans la structure, donc il y a des fondations, il y a des squelettes dans les vestes, etc. Le flou, c'est tout ce qui est impalpable. C'est la mousseline, l'organza, c'est tout ce qui est délicat. C'est tout ce qui est chemisier, robe fluide, c'est la mousseline, voilà. C'est deux écoles différentes, c'est deux métiers différents. Et chaque maison de couture a toujours des ateliers tailleurs, des ateliers flous. Une flouteuse ne va jamais faire du tailleur, un tailleur ne va jamais faire du flou. Ce sont des aiguilles différentes, ce sont des C'est aiguilles différentes. des métiers différents. Et dans ces métiers-là, tu as du tailleur un peu flouteur et tu as du flou un peu tailleur. Oui. Et chez Chanel, il y a 4 ateliers maintenant. Ils ont recomposé les 4 ateliers Coco Chanel. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai tailleur, il y a un semi-tailleur, il y a un vrai flou, un semi-flou. Oui, je vois très bien. Oui, je vois. Ah ça, donc tu as tous les métiers d'art qui tournent autour, des brodeurs, des plumassiers, des plisseurs, etc. Mais alors tu as en plus de tout ça le travail de modéliste, de toiliste. Donc il y a tout un travail de maquettiste, des personnes qui réalisent les patrons coupe à plat, patrons moulage sur bus, donc on a un bus et on moule, et on dessine le patronage dessus, et donc ça c'est encore un travail de modéliste et de patronnier, c'est encore des métiers différents. Et puis encore dans tout ça, tu as aussi des métiers de coupeur, et puis tout le travail à la main. Tout ce qui pique à la machine, c'est pas les mêmes métiers que de travail à la main. Beaucoup à la main. Si tu vas chez Chanel, aujourd'hui ou chez Dior, tu verras, il y a 3 machines pour 20 personnes. Oui. Regarde dans mon atelier, j'ai 2 machines, pas plus. Parce qu'on fait tout à la main. Tout est fait à la main. Qu'est-ce qui différencie le prêt-à-porter de la haute couture? La prêt-à-porter, c'est de la série, c'est de la production. La haute couture, c'est de la pièce unique. C'est aller au plus près du corps, au plus près au millimètre près, ajuster un vêtement qui est fait à la mesure de quelqu'un. C'est évidemment des matières précieuses, c'est évidemment un travail de pièce unique, de sur-mesure, mais c'est surtout, la haute couture, c'est un service qu'on ne peut pas trouver en prêt-à-porter, de pouvoir s'adapter aux malformations, aux corpulences. Donc une personne, quand j'ai malformation, c'est une épaule plus haute que l'autre, une hanche plus forte que l'autre, qui fait que ton vêtement, ça se rapproche du tailleur, enfin du travail des couturières sur mesure des campagnes. Comme à l'époque, toutes les femmes savaient coudre, les tailleuses dans les campagnes savaient coudre, et c'était presque de la haute couture, quoi, sur mesure. Et donc c'est pas la haute couture, il ne faut pas penser que c'est que des paillettes, de la broderie, des plumes, etc. Il y a tout ça, tout l'ennoblissement, mais il y a tout le travail vraiment purement de la couture au cordeau, au millimètre près qui est la base. Donc voilà, alors donc l'apprentissage chez moi continue, je couds depuis l'âge de 7 ans, mais là j'accentue à force d'essais, de rater, c'est ça, c'est comme pour les fleurs pour l'instant, c'est d'arriver c'est l'expérience. Et c'est chaque fois des essais ratés pour arriver à une perfection. Et ce qui est incroyable, quand tu prends Jean-Paul Gaultier, il y avait un témoignage dans une émission TV, je pense de Louis Prigent, le grand journaliste, et qu'il le suit, et puis il dit, on a essayé de faire un trench, on a dû faire 9 ou 10 toiles, enfin 9 ou 10 maquettes avant d'arriver d'avoir le trench qu'il voulait, quoi. Et c'est ça, c'est remettre éternellement sur l'établi jusqu'à essayer d'obtenir une perfection qu'on n'atteint de toute façon jamais. Parce que il y a des mauvaises fées qui passent dans l'atelier qui font que ça marche pas. Parfois, c'est le miracle. Donc voilà, et c'est ça, c'est tout ce travail de recherche et de surpassement de soi. Le surpassement d'arriver au plus près du rêve du couturier, de ce qu'il a dans sa tête, et l'art des ateliers de savoir interpréter un croquis ou ce qui est ou une interprétation d'une idéologie d'un artiste. Et c'est comme un peintre, rappelle-toi Monet par exemple, quand il massacrait ses toiles de rage parce que à coup de couteau il détruisait ses toiles parce qu'il n'atteignait pas dans les délais super courts d'atteindre la lumière sur ses nymphéas, tu vois. Et bien c'est ça, c'est tout le temps, c'est la même démarche qu'un peintre, qu'un Monet, la même démarche que de beaucoup d'artistes, on est tous comme ça. Et c'est raté. Rodin, ça devait être pareil dans ses sculptures, au Carly Claudel. C'est terrible. Et ça va jamais tout seul. Donc là, j'expérimente beaucoup mon métier. Je pense que j'avais calculé, entre 2003 et 2009, j'ai calculé que j'ai fait près de 350 nuits blanches. Seul.
à travailler jour et nuit, tout le temps, tellement je suis passionné. Je ne me suis pas vu vieillir de 20 ans à 40 ans, parce que j'ai tellement été enfermé dans mon atelier à bosser, que que ça a impacté ma vie privée certainement aussi, c'est que quand on est artiste, et qu'on est en telle quête c'est comme si on rentrait en religion en fait, c'est que tu es dans une quête de surpassement de toi, une quête d'excellence, que inconsciemment tu te punis de pouvoir avoir une vie sociale parce que tu ne vois pas le temps passer, parce que tu es tout le temps sur ton ouvrage à essayer à essayer d'atteindre quelque chose. C'est néanmoins une passion. C'est une passion, mais qui empiète sur la vie privée et qui empiète sur le temps, qui fait que quand tu es tellement pris dans ton projet, le temps passe à une vitesse, et là dans les fleurs c'est encore pire. Là, l'année, je ne l'ai pas vu défiler. Hein. Je l'ai tellement occupé de travailler que je suis content maintenant que je peux commencer à revoyager un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est dedans, quoi. On vit, c'est ça que je veux dire, on vit, c'est notre passion et c'est vital, tu peux plus t'arrêter en fait, tellement que tu aimes, tu vois, et donc c'est ça en fait le danger en fait, c'est tout le temps pris dans ton projet. C'est jamais fini aussi, c'est jamais fini. Alors donc, qu'est-ce qui donne le stop dans une collection? C'est l'échéance du défilé. Sinon tu pourrais continuer encore à retoucher. Et dans le cas d'une commande, c'est une date limite. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que donc moi je continue à faire mes collections. Donc j'ai créé des dizaines de collections que j'ai créées sur tous les thèmes, la reine Sibylle de Jérusalem, qu'on avait fait en 2009 pour le Prince Laurent, quand il nous avait prêté sa maison des énergies renouvelables. Il était mon parrain, Gracin de Bourbon, qui m'a recommandé auprès du Prince Laurent. C'est grâce à elle que j'ai pu le toucher. Et donc ensuite il m'a proposé de faire la robe La Princesse Claire pour le 21 juillet, cette fameuse robe gris marron glacé, avec les premières fleurs. 2009, c'était l'année où j'ai commencé à faire mes premières fleurs. Tu vois, donc c'est quel genre de fleurs qu'on a tout découpé au ciseau, monté. De temps on parlera dans un podcast suivant, qu'on parlera des fleurs. Donc Claire et Laurent ont été extraordinaires pour moi, pour me faire connaître. Ils m'ont donné une visibilité, un cadeau énorme de soutien. On a beaucoup travaillé pour Lara Fabian, 2013, la tournée Le Secret, on a fait toute cette tenue de scène. Lara m'a apporté une visibilité énorme, un soutien incroyable. On a fait la collection Move Your Dress, qui était cette robe révolutionnaire Bouge ta robe, qui est une robe à transformation, où c'était une petite robe noire, et c'était l'accessoire, les modesties, qui étaient des poignets plissés, qui étaient amovibles, tout était amovible, les cols, les manches, et c'est une robe à transformation qui a eu beaucoup de succès. Quand on a fait des défilés chez les deux Harley, à l'époque au château de Delin, pour les 250 ans du château de Delin, on a fait un défilé magnifique. On est passé beaucoup dans les émissions C'est du Belge qui nous ont beaucoup soutenus, les patrons Paris Match qui m'ont beaucoup soutenu, etc. Donc j'ai quand même une presse qui était géniale avec moi. À côté de ça, il y a eu dans tout ce parcours, dans les 10-15 premières années, les difficultés, c'était plutôt qu'en Belgique, on est divisé en 3 régions, 4 même, avec l'Allemagne, le fédéralisme, la région wallonne, flamande et bruxelloise. Et ma grosse difficulté, c'est que, étant wallon, à 7 minutes de delta, je ne pouvais pas participer à tous les événements bruxellois, parce que tout est cloisonné avec le fédéralisme, et que chaque fois que j'ai voulu faire un défilé, comme le défilé à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, quand elle est seule en Belgique à avoir fait un défilé à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, c'est grâce à Charles Michel que je peux obtenir ce défilé. Après, on n'a plus jamais eu. Mais ce qui est dingue, c'était dans cette salle gothique, c'est grâce à lui. Mais c'est vrai qu'on a dû se débrouiller pour pouvoir entrer dans tous les milieux qui étaient fermés, qui étaient les milieux de l'aristocratie, les milieux de la bourgeoisie, les industriels, les banquiers, la presse. Tout est des milieux très fermés. Et nous, on démarre de zéro, du petit Wavre ici. Donc il faut arriver à rentrer dans les milieux, à se faire accepter, à comprendre comment tout ça fonctionne. Avec toutes les leçons difficiles que j'ai traversées, où beaucoup de personnes ont profité de moi, j'ai eu 3-4 leçons, mais qui m'ont fait mûrir et grandir d'une façon incroyable. Mais toi, tu sais, bon, j'ai quand même traversé des choses assez incroyables, mais qui m'ont tellement apporté. En fait, maintenant, je remercie les personnes qui m'ont donné des difficultés, parce que ça m'a fait mûrir. Ça fait évoluer, voir clair. Voir clair. J'ai commencé trop jeune. Oui. C'est vrai que je commençais à 23 ans, mais j'avais pas la maturité, mais toutes ces leçons
m'ont donné une carapace pour affronter maintenant à 40 ans, je suis mûr, je suis vraiment prêt maintenant dans la quarantaine. Mais il a fallu des années avant d'atteindre ça, tu vois, parce que il faut être sur tous les fronts. Je dois avoir la casquette de gestionnaire, de faire ma gestion, la comptabilité. Bah oui, il faut savoir tout gérer. À l'heure actuelle, je gère tout. Tout. Maintenant, tu attends, tu estimes. Mais maintenant, je suis vraiment très. Je maîtrise tout. Et donc, tu vois, tout ça, c'est assez important. Et donc, les difficultés de pouvoir arriver à pouvoir se faire connaître, parce que tout le pays est divisé en morceaux et que la presse bruxelloise est sur Bruxelles et pas sur la Wallonie. Donc, c'est difficile de faire déplacer les personnes, de se faire connaître. Tu vois, de rentrer dans ces milieux qui sont très fermés, c'est des milieux qui s'ouvrent pas facilement, quoi. Donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que on a quand même fait un joli parcours, quoi. Tu vois, quand tu fais le compte rendu. Après avoir fait beaucoup de défilés en Belgique, tu as envie d'aller plus loin. La Belgique est devenue trop fermée, et c'est comme ça qu'en 2017, j'ai décidé de faire ce défilé à Paris à l'ambassade de Belgique, la collection Hitchcock, qui m'a permis de me faire un nom à Paris, et là je l'ai fait avec comme marraine Anne de Bourbon, qui était toujours présente, mais aussi Lynn Renaud, parce que j'ai pu approcher Lynn Renaud au culot. Je lui avais écrit à son privé, comme je l'avais fait avec Anne. Et donc, et alors Lynn m'a répondu tout de suite, elle m'a permis de faire sa première robe pour le site d'Action, et donc elle m'a invité au dîner de la mode, et après elle a été la marraine de mon défilé par sa présence. Donc ça c'était super. Donc je lui ai créé plusieurs robes. Ensuite il y a eu le défilé qu'on a fait sur le dernier avant le Covid, qui était en 2019, qui était la collection Hitchcock et un hommage à Pierre Soulages. Et là j'ai atteint vraiment un niveau d'excellence. Donc, les deux derniers défilés, là je l'ai vraiment monté à un niveau d'excellence au point de vue du travail. Tu vois. Oui, tu parlais de celui de Paris et le deuxième. Les deux de Paris. Oui, ouais. tous les deux à Paris. Ouais. Là, je faisais plus les tournées. Le défilé de Paris suffisait amplement. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que c'était 20 ans intenses, beaucoup de sacrifices, mais en même temps, beaucoup d'apprentissage, quoi. Apprendre. Et puis, une évolution dans le travail terrible. Beaucoup d'expérience avec des clientes. J'ai des clients qui m'ont formé, qui ont développé mon goût, qui m'ont appris à épurer, parce qu'avant je surchargeais mes robes, j'avais envie de prouver plein de choses, donc je me mettais trop. Oui, tu mettais trop dans une robe. Et maintenant, j'ai été à l'inverse. Quand tu vois le défilé 2019, il y avait plus qu'une idée dessus. Plus besoin de prouver. Mais c'est parce que, c'est vrai que quand tu es en manque d'argent, c'est difficile et tu as envie de montrer un maximum, donc tu surcharges, quoi. Tu vois, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était des années extraordinaires et ça m'a fait évoluer de façon admirable, quoi. Et maintenant, comment tu vois ta couture? Encore épurée? Tu focalises sur quelque chose de bien particulier, des détails? Mais écoute, maintenant, c'est Venise qui me parle le plus. Donc, Venise, c'est le baroque. Donc, on retourne dans les détails, parce que c'est vrai, quand tu as épuré à fond, tu as envie de revenir. C'est cyclique, cette période. Oui, c'est certain. Je prends autant de plaisir de faire de l'épuré que de faire du travailler. Mais là, il y a quand même une tendance au vintage qui revient. Il y a une tendance, on voit dans les collections chez tout le monde, des références sur le passé. Les personnes ont envie de d'avoir un travail sur les vêtements, d'avoir un artisanat, et c'est important de revenir à tout ça, quoi. Donc c'est vrai que Venise me réouvre à tout ça. Donc la haute couture, on la continue. Donc je n'ai plus envie de faire des défilés comme avant. Si je fais plutôt des présentations, donc c'est par exemple faire une capsule de 8 à 10 looks, et on crée un événement autour, et on met en scène tout ça, peut-être mêlé avec mon art contemporain ou mes arts déco. Oui. Donc, par exemple, des paravents, on les met dans un musée à Paris, et on vient faire un tableau avec tous les mannequins qui viennent poser devant le paravent en lien, ou de la performance artistique. Donc, par exemple, mes robes de couture vont servir dans de la performance, dans l'art contemporain, en vidéo d'art. Ou alors dans les arts déco, c'est créer, comme prochainement il y aura une robe toute en or, on va bientôt démarrer, très baroque, mais pas baroque de Louis XIV, un baroque plus tardif. Et donc là, il y aura, l'idée c'est de mettre sur un mannequin en vidéo d'art ou en photo, et mettre ça en scène dans un palais vénitien, et enfin ça va raconter une histoire. J'ai envie de m'exprimer au travers de la vidéo, de la photo, de tout ça. Ça c'est lié à des histoires. Lié à des histoires. Oui. Ouais. Et ça c'est mon ex-compagne Kixwan qui m'a ouvert c'est Kixwan qui m'a apporté toute cette vision de l'art contemporain, de la vidéo, etc. Qui avait d'autres moyens de s'exprimer. C'est pendant les confinements qu'on a discuté pendant des heures sur tout ça. Et c'est vrai qu'elle m'a mis sur le pied à l'étrier vers l'art contemporain.
plus de philosophie dans la mode, plus de cérébral dans la mode, et dans l'art contemporain, plus esthétique. Tu vois, c'est ça qui manquait en fait. Alors, pour moi, l'art contemporain manquait un peu d'esthétique et la mode un peu de cérébral. Tu vois, et là maintenant, on sent qu'il y a une tendance. On voit ici à la Biennale de Mofaber, qui est la Biennale d'art contemporain, qui va y avoir ici en septembre, donc prochain, et donc en même temps dans tout ce qui est il y a un Mostra de Venise, il y a aussi la Biennale d'art contemporain. On sent qu'on est occupé de gommer. Avant, tout était séparé. L'art contemporain ne se mélangeait absolument pas avec la mode, ne se mélangeait absolument pas avec les artisans. Et maintenant, l'artisan peut être considéré, commence à faire de l'art contemporain. L'art contemporain, ils sont occupés de mettre de l'artisanat, et puis de la mode qui se mêle. Toutes les frontières sont occupées de tomber depuis le Covid. Je ne sais pas ce qui se passe, mais donc avant c'était pas crédible si tu mélangeais. Et maintenant tu peux tout mélanger et on arrive à ouvrir. Je vois que Maria Grazia chez Dior a fait beaucoup ça. Elle fait venir souvent des artistes d'art contemporain ou des artisans aussi pour refaire les décors, les mises en scène avec des messages féministes, etc. Donc il y a vraiment, enfin on est occupé de réconcilier tous ces mondes et c'est intéressant d'hybrider tous ces univers, de ces milieux, parce que ces milieux, en les hybridant, tu peux innover, puisque tout a été fait dans la mode, dans la photographie, dans le cinéma, tout a été fait. Donc pour innover, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'art contemporain, et l'art contemporain, aller voir ce qui se fait dans l'artisanat, réconcilier tout ça, et là tu peux faire des choses grandioses. Est-ce que ce que je vais faire, moi mon but avec ma manufacture, les fleurs, c'est travailler comme Isabelle de Borgrave, qui a son médium de son papier, elle s'exprime dans les arts déco. Ben, nous c'est pareil, notre médium c'est les fleurs, on s'exprime, on continue la haute couture, à faire des robes extraordinaires, le but n'est pas de les vendre, le but sont les ventes, c'est très bien, mais le but c'est vraiment la vitrine, c'est sublimer un savoir-faire que les personnes vont pouvoir retrouver dans la fleur en prêt-à-porter, acheter des fleurs qui vont tourner à partir de 55 € et finir à 1000 € parce qu'on vend des heures. Mais dans tout ça, il y aura des fleurs qu'on peut très bien acheter à 280, 300, 350 €. Elles sont complètement achetables, des belles pièces. Et les personnes ne vont pas acheter la robe, mais pour acheter les éléments de la robe qui se retrouvent ou dans le même tissu, tu vois. C'est ça, les accessoires. Les accessoires, ou la robe Kazati qu'on a pu développer, qui est cette robe best-seller de la maison, qui est une robe Sarouel, une robe à thé, un peu pyjama, qui se porte en robe du soir, qui peut se porter de 1000 façons, qui est unitaille et qu'on va retrouver en prêt-à-porter sur mon site, tu vois. Donc la mode, elle va continuer. Sublime quand même avec les fleurs, avec les branches, avec... Exactement. Donc il y a tellement de choses à faire, tu vois. Donc, est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur mon parcours Oui, ce serait... Oui. Surtout mon parcours au niveau des défilés. C'est vrai qu'on a fait des défilés merveilleux dans les châteaux. Alors, c'est vrai que il y a les matières que j'ai beaucoup travaillé, c'est quand même beaucoup le cuir. Hein. Le cuir... à une époque. Oui, même encore maintenant. Ouais. Mais si je prends du cuir, c'est que le cuir de la maison Baudin-Joyeux, parce que je peux contrôler que les bêtes sont étourdies et sont élevées pour la viande. Oui. Elles sont étourdies pour éviter la souffrance. Tu vois, parce que je suis contre la souffrance animale. Donc moi je travaille que du cuir comme ça, de cuir d'agneau de chez Baudin-Joyeux. C'est le seul cuir que je travaille. Qui était une maison rachetée par Chanel. Et c'est dans ce cuir qu'on fait le 2,55 de sac matelassé de Chanel. Donc voilà, mais le cuir d'agneau, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours travaillé ça. Je peux m'ouvrir au cuir de cactus, au cuir, les nouveaux cuirs végétaux, mais le problème c'est que ça pollue aussi, parce que t'as quand même une gomme ou un espèce de silicone collé à l'envers. C'est ça qu'il faut vraiment faire attention dans tout ce qui est nouvelles technologies, parce que parfois ça pollue autrement. Quoi. Oui, et tu ne surproduis pas. Je vois bien quand tu fais des commandes, c'est des commandes pour... je n'as pas de grand et je vais commander tout ce qui est en stock, et je vais commander le stock juste de ce que j'ai besoin. Je vais jamais gaspiller. Oui. Et même dans les déchets de cuir, je vais encore recouper des pétales et des fleurs dedans. Je récupère tout. Et tu as récupéré aussi, j'ai vu dans ces grands tiroirs, tous des pistils, des ah oui, ça pour la partie fleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup de récupération. On garde tout, évidemment. De décennies. L'upcycling, qu'on appelle ça, donc le recyclage, le détournement d'anciennes matières, tout ça, j'ai toujours fait toutes les plumes dans mes anciens défilés, parce que tu vois, j'ai des plumes de paradis, des crêtes, de perroquets, des choses extrêmement rares, tout ça date de la belle époque. Oui, et tu as reçu. Alors, je reçois énormément, mais ce sont tout ce que j'utilise qui est d'animaux protégés, ce sont du vintage. D'ailleurs, c'est interdit à la vente, je ne vais plus retrouver ça. Donc, tu trouves ça dans les brocantes, mais ça sublime évidemment le côté théâtral de ce que je faisais à certaines époques, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est des matières que j'adore. Moi, je suis pour beaucoup les matières naturelles. J'ai beaucoup de mal avec les matières artificielles.
sauf la viscose, que je trouve c'est une matière extraordinaire qui chiffonne pas et qui est à base de cellulose, la viscose. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, ça reste quand même semi-naturel, quoi. Mais ça ressemble à de la soie, quoi, tu vois. Oui. Et pour Venise, qu'est-ce que tu vas vivre là-bas? Parce que tu pars à Venise maintenant. À Venise, j'ai une nouvelle marraine. Le côté. Une nouvelle marraine de nouveau. Oui. J'ai plein de marraines. Bon, mon officiel c'est Anne, mais alors c'est Savane Guillol qui est l'épouse du directeur de l'Académie de musique de Venise, qui vit dans un joli palais, le palais Fallier, qui est situé en fait sur le Grand Canal. Et donc elle a un palais extraordinaire du Moyen Âge, beaucoup de bois à l'intérieur. Et donc elle organise un dîner pour nous soutenir et pour nous faire connaître à la fin au mois de septembre. Donc on arrive au mois de septembre. Ça va être un dîner où elle va inviter ses amis pour nous faire connaître et prendre la température et voir si dans ses amis qui sont artistes ou qui ont des marques je pense à des grands décorateurs qui sont à Venise, et voir s'ils seraient intéressés de collaborer avec nous et au niveau des fleurs, au niveau de nos arts, de ce qu'on peut faire dans le cuir, etc. Et peut-être commencer à des collaborations. Maintenant à Venise, ce que je veux, c'est commencer à me développer, puisque Venise est l'origine des fleurs artificielles au Moyen-Âge, et qu'en plus, moi je suis de Porter, originaire de Gand, de Bruges et de Courtrai, vraiment les Venises du Nord en même temps. Le lien est vite fait, et je sais pas, ça me parle. J'ai toujours été amoureux de Venise comme de Minorque, et donc depuis le confinement, il y a un changement à Venise et à Marrakech aussi. Hein. Donc là, c'est les pôles qui répondent à Paris, et il se passe quelque chose. Marrakech, c'est plutôt la jet set, Venise, c'est plutôt l'aristocratie, là. Tu vois, c'est quand même des raffinements différents, et des milieux différents, et à Venise, il y a tout l'art contemporain, c'est extraordinaire, quoi. Et puis c'est quand même un musée à ciel ouvert, et moi je pense que si je pouvais à un moment donné acheter un pied-à-terre là-bas et travailler à distance là-bas, je serais vraiment heureux, quoi, parce que... Encore dans la couture ou plus? Je travaille avec tous les artisans des tisserands à Venise, et qui sont même sur les côtes là, côté vénitienne. Il y a des ateliers de prêt-à-porter avec qui je voudrais travailler, et puis les perles de Venise. Tous les ateliers, beaucoup de perles de Venise depuis le début. Oui. La perle suit dans la couture depuis toujours. Les codes chez moi, c'était la petite robe noire, tu avais le cuir, qui est toujours le velours, il me poursuit toujours, le velours de soie, les perles, la passementerie. J'ai des codes maison, tous les couturiers ont des codes. On a souvent 5 à 7 couleurs, moi j'ai 7 couleurs propres à la maison, comme le bleu de Prusse, la doublure violette qu'on retrouve dans les vêtements, etc., le noir, etc. On a chacun notre animal fétiche. Donc, par exemple, Chanel a le lion, que moi j'ai, quand l'image j'ai le pan ou le singe. Tu vois, on a aussi notre, donc en plus de nos matières fétiches, tu as le tweed chez Chanel, tu as le pied de poule, le pied de coq chez Dior, que tu trouves sur Miss Dior, sur flacon. Ben, moi, par exemple, j'ai le caviar. Le tissu caviar, c'est un tissu avec des petits points, un tissu d'homme. On a tous notre plante fétiche, les épis de blé chez Saint-Laurent ou chez des tables Gossens que vous savez chez Chanel. Moi, c'est la fougère, ma plante fétiche. On a tous, je sais pas moi, des symboles, des signes instinctifs dans les vêtements. Le tailleur barre de Dior, le smoking chez Saint-Laurent, le tailleur Chanel en tuile. Ben moi, c'est plutôt une veste où tout part des épaules, et c'est les épaules gondoles que j'appelle ça, des épaulettes qui sont arrondies comme ça, qui font comme des gondoles, les gondoles de Venise, on ne rien. Les boutonnières sur mes vestes sont mises en biais, elles sont jamais droites. Des boutonnières comme ça qui sont brodées. On a la double violette, on a toujours un galon qui ganse à l'intérieur des vestes. On a aussi les bouteilles en plumes, des bouteilles en plumes qui reviennent, ou en fleurs, en fantaisie. On a les brandebourgs, la passementerie. On a vraiment des codes maison, quoi. Donc, et qui sont là depuis toujours, et qui reviennent. Les miroirs sorcières, ou les broderies religieuses, comme les exostos, comme les extensoirs, qui rayonnent comme ça, comme tu trouves chez le Sage jusqu'à Parelli. Tu vois, les broderies qui avaient les vêtements que Saint-Laurent brodait avec ce côté rayonnant, j'aime bien, quoi. En fait, c'est waouh, quand c'est des broderies d'or que tu trouves dans les églises. Tout ce qui est ostensoir d'église,
ou les miroirs sorcières que tu trouves dans les tableaux de Van Eyck, tu trouves ça à l'époque. Donc voilà, je pense que ma couture, maintenant, va commencer à raconter plus mon histoire, de mes origines flamandes, mais en même temps de Venise, et toujours des univers de Paris. Hein. Paris, Venise, la Belgique, les forêts belges, tout ça, on est dans un mélange de tout ça, quoi. Et tu parlais de Marrakech quand même aussi. Marrakech aussi. Alors je connais pas bien Marrakech, mais c'est vrai que moi je suis plus attaché à Minorque, mais à Minorque il y a toutes les influences orientales énormément. Et donc qu'est-ce qui plaît? Marrakech c'est comme pour Saint-Laurent. Tout le monde qui n'a pas les couleurs de la Villa Majorelle, ces pistes, ces couleurs. Mais à Venise, il y a une palette de couleurs qui me correspond plus qu'à Marrakech. Marrakech c'est très Saint-Laurent, donc c'est tellement déjà exploité que je suis plus allé vers Venise, vers les verts vénitiens, les roses vénitiens, il y a dans les palais, dans les stucs, dans toutes ces demi-teintes, ces couleurs rompues qu'on appelle ça, ces couleurs délavées que tu trouves dans les intérieurs des palais vénitiens. Il y a des palais de couleurs, il y a des reflets dans les canaux de Venise, de la brique, de la lumière, que je peux retrouver dans les tissus. Et c'est là que je me rapproche plus d'un Fortuny. Marino Fortuny, qui est un de mes maîtres, qui était metteur en scène, qui était photographe, créateur de lumière, de ces lampes de la 1909 ou 1907, je ne sais plus quelle est la fameuse lampe Fortuny. Donc il y avait la robe d'Elfos qui est toute plissée. Toute sa palette de tissus, de couleurs sont les demi-teintes. Ça, c'est ce que j'aime le plus, ce qui identifie le plus mon style, c'est que je vais pas prendre un rouge bloc, un bleu électrique, un jaune citron, certainement pas. Ça, tu vas les retrouver au Maroc plutôt. Et ici, moi, je suis plutôt dans un caramel, un tabac, un vert de gris, oxydé, des couleurs qu'on ne sait pas définir, il faut les comparer à de l'alimentation. Et je suis toujours dans mes collections de travailler tout ça. Bien que je suis tout le temps dans du noir, mais le peu de fois que j'ai pris de la couleur, c'était les demi-teintes. Ces couleurs que tu retrouves dans l'alimentation, dans la nourriture, mais tu peux les retrouver effectivement dans la nature aussi, mais surtout, je pense, dans les art déco vénitiens, tu les retrouves énormément. Donc, comme les rulis, ces fameux vitraux que tu trouves dans les palais vénitiens du Moyen-Âge, que tu trouves à Bruges aussi, ces fameux fonds de bouteille, là, ronds comme ça, et les rulis, parfois, tu as des couleurs là-dedans extraordinaires. Et puis tu vas retrouver ça dans toutes les couleurs des stucs, des plafonds, du Tintoret, c'est la peinture vénitienne, j'en suis fou. Tiepolo. Bon, alors Tiepolo, quand tu vois les couleurs des peintures de Tiepolo, non mais attends, regarde, c'est extraordinaire. Tu te fonds en larmes devant un Tintoret ou un Tiepolo du XVIIIe siècle, comme toute la peinture italienne de Piero da Francesca et de Botticelli, des Titien, ils sont tous, tout a démarré d'Italie, tu peux dire ce que tu veux. C'est d'abord l'Italie, et encore avant ça, Constantinople et d'abord la Turquie, Istanbul, et c'est là que tout a démarré, puis alors Venise, puis toute la Renaissance italienne, Florence, etc., et puis seulement la France. La France, elle démarre vraiment, pour moi, avec la roman, qui est un chic incroyable, intemporel, la roman. Puis d'ailleurs, quand tu vois à Conques, ce qu'a fait Soulage, les vitraux, l'harmonie entre l'art contemporain et l'art, c'était dingue. Mais surtout, l'art gothique, c'est vrai que les cathédrales, c'est inimaginable. Incroyable. Quand tu vois la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité, l'île de la Cité ou l'île Saint-Louis, je confonds toujours les deux. Non, l'île de la Cité, c'est la Sainte-Chapelle qui est ce tabernacle, où je dirais plutôt cette espèce de chasse, parce que c'est pour avoir la couronne d'épines qu'ils avaient fait ça, et c'est une chasse de verre, c'est extraordinaire. Quand tu vois les vitraux, avec ce bleu de cobalt qu'il y a dans les vitraux, c'est extraordinaire, quoi. Donc, j'aime tous les arts déco du néolithique à nos jours, à l'art moderne. Voilà, j'aime tout ça, et dans tout ça, tout m'inspire. Des Vénus néolithiques et surtout les matériaux, les matières, c'est ça en fait qui me plaît. Aussi bien un fleur de Cordoue, un fleur de Malines, je vais beaucoup chercher les couleurs dans les matériaux en fait. Je me rends compte. La lumière sur les matériaux, et Venise, les musées Murano, tu as vu les nuances qu'il y a là-dedans, donc dans le verre, dans la pierre, les tapisseries, la laine, la soie, la terre cuite,
la céramique, la porcelaine, le bois, les loupes de noyer, les marqueteries, la beauté dans tout. Je te demande à n'importe quel. J'ai toujours un reflet dans un verre d'eau peut m'inspirer, ou dans la moisissure d'une pomme pourrie. Dans la moisissure, tu peux avoir des couleurs extraordinaires. Dans la laideur, tu peux trouver la beauté. Ça, tout à fait d'accord. C'est vrai, hein? Oui, très très vrai. Donc c'est vrai que c'est un œil, c'est l'œil qui photographie tout. Mais ça, comme je t'ai déjà dit, je suis comme un algorithme, comme un Pinterest. Et l'œil, il scanne, oui. Il enregistre, il reste dans la tête. Si les langues pouvaient rentrer aussi facilement, c'est ça. Parce que je n'ai pas l'intelligence des langues ou les dates. J'arrive pas. Les siècles. Je sais retenir les siècles, très bien, les siècles. Ça, je sais retenir dans les livres. Mais la date précise, c'est des chiffres. Je n'ai jamais été un homme de chiffres. Jamais été un homme de chiffres, mais par contre non plus de langue, certainement pas, mais par contre j'ai cette faculté, cette forme d'intelligence, on peut dire, à retenir les couleurs, les motifs, les formes, et juste, c'est-à-dire que je peux retrouver exactement la couleur, une couleur d'un support, d'un objet que j'ai enregistré il y a 5 ans. Par contre, les mélanger entre elles, je n'ai pas ce don-là. Savoir mélanger les couleurs comme Marie le fait, parce qu'elle a 35 ans d'expérience, pour obtenir exactement le ton que je veux, tu vois. Ça, c'est une science qui me fascine. Les personnes qui savent mélanger les couleurs pour obtenir la teinture. Oui. C'est extraordinaire. Le don des couleurs. Donc voilà, alors tous ces défilés, ils ont été faits grâce à plein de sponsors, plein de partenaires. On a travaillé avec Guerlain, on a travaillé avec Sisley, on a travaillé avec des grands joailliers. En Belgique, c'était, mais il y a des joailliers comme Wolfers, comme Olemans. Olemans, on a fait des collaborations avec plein de grands noms. C'était une période très riche parce que c'est vrai que on a fait des défilés chez les princes de Mérode à Westerlo, on a fait des défilés dans tellement de châteaux, quoi. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. J'ai vécu des moments mais extraordinaires, que du positif, avec des moments très durs, et j'ai toujours su traverser des moments. Alors ça, il faut le dire aussi, j'ai traversé tous les moments sans burn-out, sans dépression. Mais qui étaient les antidotes des dépressions et face à toutes les crises que j'ai pu traverser, les difficultés, pour éviter de tomber dans la dépression ou les burn-out, c'était les amis et la famille, quoi. Oui. Le sport aussi, tu as fait du sport. Le sport, oui, draconien. Manger sainement, beaucoup de sport, une hygiène de vie draconienne. Et puis la passion. Mais tu avais la conscience de tout ça. Il faut quand même que quelqu'un t'apprenne. Tu l'as aussi appris par... Mes grands-parents. Pas se plaindre, essayer de traverser. L'écoute de ta mère. Évidemment, évidemment. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas que non plus que nos spectateurs, qui nous écoutent, pensent que ça s'est fait, que ma carrière s'est faite en une nuit. Il a fallu des années. Et beaucoup aussi savoir se remettre en selle après un échec. Parce que des échecs, il y en a eu plein. Juste par pudeur, j'en ai jamais, parce que ça n'intéresse personne, la partie noire du métier et des difficultés qu'on peut traverser. Mais c'est une faculté à pouvoir rebondir, d'en tirer les leçons, et en même temps de pouvoir ravaler sa rancœur. C'est vrai que tu passes par des phases où tu es des phases où tu en veux aux autres, où tu voilà. Et il faut se remettre en question et se dire bon, ça vient peut-être aussi de toi. Et ça c'est dur. Ravaler sa fierté. Donc voilà. Donc et ça je remercie vraiment d'avoir vécu tout ça très jeune, mais d'avoir toute l'équipe derrière moi pour traverser moralement, quoi. Tu vois, pour éviter de tomber. Parce que c'est vrai, quand tu vois ces artistes dans la chanson, au cinéma, on ne sait jamais les contrats qu'ils signent. On croit que tout est beau, qu'ils sont connus, etc. Mais il y a un revers de la médaille parfois. Et parfois, c'est pas triste. Et quand ça finit à des suicides, etc., on ne sait jamais ce qu'ils ont vécu. Exactement, peut-être des énormes solitudes. Ça, c'est ce qui traverse. Moi, j'ai su toujours m'arrêter à temps avant de signer des mauvais contrats et c'était sur le fil à chaque fois et ça m'arrivera plus parce que maintenant je flaire, j'ai appris. Le plus difficile pour un artiste, c'est d'arriver à être un homme d'affaires. Et quand on n'a pas la carapace d'être un homme d'affaires, ça devient difficile de ce côté-là. Donc j'ai appris à passer, à traverser, tirer les leçons. Et avoir un nez à faire les choses.
Donc voilà, donc c'est très positif tout ça. Hein. Oui, donc c'est quelque chose que tu peux transmettre en fait finalement, cette passion. C'est surtout quand j'ai plein de jeunes stagiaires, oui. tout le temps des stagiaires que je prends, qui viennent de France un peu partout. Très motivés. Et c'est vrai qu'ils sont motivés, ou parfois tellement naïfs, comme moi j'étais naïf à leur âge, c'est normal. Mais leur dire, jamais tu laisses un dessin, tout ce que tu présentes quelque part, sache que tu peux te copier. Donc du coup, et en pleine conscience de ce que tu donnes. Oui. C'est ça en fait. Oui. C'est, et donc d'avoir une part de, quand tu as une idée formidable, la garder pour toi, apprendre à garder pour soi. Parce que souvent quand on est passionné, on donne, oui. mais et on prend. Mais oui, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sécurité quelque part. Voilà, pour protéger son jardin aussi. Et puis quand tu es prêt à partager. Et pouvoir donner aux bonnes personnes aussi. C'est ça qui est important. Donc tout ça, c'était toutes des leçons d'apprentissage pendant les 21 ans. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Hein. On peut parler de tellement de choses. En général, on tourne à 1h30 de conversation. Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? Qu'est-ce qu'on a envie de savoir sur mon parcours? Ce que tu as envie de transmettre, toi, à propos de la couture, aux jeunes, justement, à toutes ces personnes qui sont venues t'aider, ou ces stagiaires. Donc tu en as un peu parlé maintenant. Il faut la patience, par exemple. Oui. T'as pas la patience, c'est impossible. Et se demander s'ils sont vraiment attirés par la mode ou ce qui est autour de la mode. Le tralala, les paillettes. Ou est-ce que c'est la communication autour de la mode? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est la couture? Alors c'est clair que passer dans les journaux, c'est une complétude, il faut le dire, ça fait du bien. Parce que quand tu passes dans les journaux, quand tu as un soutien de la presse, et je leur dis qu'on n'a pas la presse, on arrive nulle part, et c'est très difficile de pouvoir obtenir du papier, de la presse, le soutien de la presse. Que c'est des milieux très fermés, tout le monde n'est pas prêt à parler de toi. Mais c'est vrai que c'est une complétude parce que c'est une reconnaissance. Ça veut dire que ça donne un sens à ce que tu fais. Si tu n'as pas la presse qui parle de ton travail, alors ça sert à quoi? On le fait pour nous d'abord, parce que c'est une passion, on le fait pour soi, mais après il faut le faire partager, le faire connaître. Oui, et c'est la presse. C'est pas un produit que tu gardes, c'est pas comme quelque chose que tu fais. Non. C'est un produit qui est fait pour c'est la presse qui permet de pouvoir communiquer, de faire connaître ton travail, de le faire évoluer, mais qui te motive aussi à continuer, tu vois. Mais en même temps, c'est aussi la presse qui permet de pouvoir trouver l'acheteur et venir acheter ta pièce, tu vois. Donc la presse, elle a un rôle indispensable pour nous. Oui. Sans la part, on n'est nulle part. Mais c'est clair que pour les jeunes, s'ils le font que pour le tralala et pour les paillettes, alors ça ne marchera pas. Parce qu'il faut pouvoir accepter les nuits blanches, le travail, l'apprentissage, les échecs pour pouvoir arriver à faire ce métier. Donc je pense aussi qu'il faut être très patient, que ce soit l'artisanat, la chanson, le cinéma, la mode, n'importe quoi, il faut des années avant de pouvoir rentabiliser. Hein. Ça ne se rentabilise pas du jour au lendemain. Il faut des années de commencer à vendre, etc. Donc il faut être vachement passionné. Il faut avoir l'air solide financièrement. Donner de ça, quand on n'a pas l'argent, comme c'était mon cas, donner de sa personne, travailler 4 fois plus et travailler pour 10 pour pouvoir atteindre le niveau de celui qui a de l'argent. Tu vois, donc c'est de la patience, c'est être humble, avoir une certaine humilité par rapport à ce métier. Son talent. Et son taux de limite aussi, parce que où sont ses lacunes pour pouvoir combler ses lacunes, pour pouvoir aller plus loin. Tu vois, parce que tu peux être bloqué par l'argent, mais tu peux être bloqué par la main d'œuvre, tu peux être bloqué par un savoir-faire, par des machines qui te manquent, par plein de choses. Donc c'est savoir reconnaître aussi qu'est-ce qui te bloque pour pouvoir aller plus loin. Parce que c'est pas un palier. Tu avances, tu montes quelques marches, et puis ça bloque. Et ça peut bloquer pendant 1 an ou 2 avant d'atteindre le palier. Et puis il y a un déclic par une rencontre. C'est ça, j'allais dire. Oui. Et savoir rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Et ça c'est le plus dur. Aller frapper aux portes. Ou se bouger. Il faut se bouger. Mais ouvrir les portes, elles ne s'ouvrent pas comme ça. Tu vois, non, mais parfois il y a des rencontres. Alors quand tu calcules, t'as beau calculer, ça marche pas. Non, ben voilà. En général, ça m'est arrivé pas la bonne technique. Je me dis, cette personne-là va m'ouvrir la porte, celle-là, et tu mises sur elle, et en fait, c'est pas du tout ça. Et puis la vie, par le hasard, tu lâches tes tâches prise, et puis la vie te met une personne que tu penserais à jamais. Et les étoiles s'alignent. Parfois, je m'acharne à enfoncer le clou en disant, c'est lui, il va ouvrir la porte, je suis sûr. Et en fait, ça ne s'ouvre jamais. Et puis, il faut regarder le chemin d'à côté ou l'autre chemin. Oui, et puis, c'est évident que la vie essaye tes anges gardiens te disent, mais non, Bernard, c'est là que tu dois ouvrir la porte, c'est pas là.
et on t'ouvrira pas la porte, et jamais ils t'ouvriront la porte. Oui, c'est vrai que si tu focalises sur quelque chose, un point bien précis, tu ne vois rien du reste. Non, c'est vrai. Quand tu arrêtes de focaliser On sur a des un œillères. point, tout à coup, tu t'en rends même pas compte, mais On a des œillères. parfois c'était juste à côté de toi, et puis parfois c'est quelque chose Bien sur souvent, ton ça chemin. m'est arrivé ce genre de choses. Mm. M'acharner sur une idée, en étant persuadé, en fait, la porte ne s'ouvre pas. Tu vois, maintenant, chaque fois que je fais avancer, c'est moi qui ouvre la porte. Hein. C'est pas mon acharnement, etc. Donc si tu restes dans ta bulle, dans ton petit atelier, personne ne vient te chercher non plus. Hein. Bien sûr. Donc c'est ça en fait. Oui. Mais c'est tenter des choses, tenter des contacts, mais en ayant cette protection de rien attendre, sinon tu es déçu. Parce que aussi, beaucoup de personnes te promettent monts et merveilles. Combien de fois on m'a pas promis la lune et on n'a jamais rien fait, quoi. Et ça, c'est, au début, tu crois que tu gobes tout, et donc du coup, et chaque fois c'est déception. Alors après, quand on te promet quelque chose et que ça arrive, je dis, bah voilà, oui, donc voilà, ça se met, tu vois, enfin, Oui. c'est cette faculté aussi à se protéger pour pas être démoralisé. Parce que, comme je dis, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de jalousie aussi dans ce métier. Il faut le dire, c'est des métiers qui sont aussi. Il y a très peu de place. Tout ce qui touche au paraître, à la notoriété, les sports d'endurance, danse classique, tu vois, les patinages artistiques, tous ces métiers qui touchent à l'artisanat d'art, cinéma, chanson, opéra. L'art des jardins, l'art de la cérémonie, l'événementiel. On est dans une société de concurrence partout. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué en fait. Et c'est vrai que le public, c'est pour ça que c'est important de le dire dans ce podcast-ci, c'est que rien ne tombe du ciel. C'est que la vie te donne des cadeaux ponctuellement, quand c'est le moment juste, mais en attendant, c'est toujours en dents de scie et il faut tenir, quoi. Et j'écoute encore des podcasts sur les artisans, et il y avait un artisan très connu et qui disait, j'ai failli abandonner 3 fois, c'est ma femme qui me forçait à retourner au boulot le matin parce qu'il savait même pas comment il allait payer ses ouvriers, etc. Tellement qu'ils ont envie d'envoyer péter le bazar parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, et tu es là et tu sais même pas comment tu vas nourrir ta famille, tu sais pas comment. Il faut le vivre, ça. Et après, quand tu as réussi, c'est vrai que beaucoup de personnes t'envient, mais on parle jamais du cheminement et de tout ce qu'il y a eu derrière pour arriver à ça, quoi, tu vois. Et c'est important que vous puissiez vous rendre compte, voilà, j'en suis toujours là après 21 ans, mais il y a eu un chemin de croix derrière. Voilà, c'est tout. Mais je n'en veux à personne. Et de joie aussi. Oui. Et de joie aussi, bien évidemment. C'est vrai que le défilé, si je le faisais, c'est pour cette adrénaline ces quelques minutes avant le défilé. Oui, quand tu mets sur la table un travail de 8 mois de collection, où tu vas être jugé devant un public qui va adhérer, qui va rentrer dans ton histoire ou pas rentrer, et une presse qui peut être dangereuse, méchante par moment, et donc comme de suite ils font leur métier, mais donc c'est critique, c'est normal. C'est critique et c'est normal. Tu l'as avec Chanel, avec Dior et tout ça. Mais pour nous, en tant qu'artistes, on met toute notre âme, on y croit, notre projet, et si jamais c'est pas reçu, ben voilà, ça m'est jamais arrivé, hein. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Tout le monde a toujours bien reçu mes collections, mais c'est vrai que ça fait peur, c'est intimidant. Un chanteur qui sort son album quand il ne marche pas. Une certaine adrénaline aussi. C'est terrible avant de rentrer sur un concert, ou alors parfois que tu es malade avant de devoir chanter, ou tu dois être en scène et que tu dois mettre de côté tous tes problèmes. Ça aussi, cette faculté à mettre de côté tous tes problèmes d'argent, toutes tes peurs, et que personne ne le ressente auprès de tes amis qui viennent t'aider, de tes employés, de tes stagiaires, etc. Ne pas déverser tout ton trop-plein de problèmes auprès des autres et créer des tensions. Non, mais tout ça, tu l'apprends sous le tas, hein, et c'est une faculté de pouvoir traverser ça, ou même le soir même, de ne pas le déverser sur ta petite amie ou ta femme. C'est sûr. Oui. Tu vois, tous tes problèmes, tu gardes tes problèmes à ton boulot, mais tu ne veux pas les déverser sur ton boulot, donc tout ça, il faut le parler. C'est un métier tous ces métiers d'art ou de couture ou de mode. Tout est dans le sensoriel et l'impalpable, et aussi c'est des métiers qui sont des métiers de fuite, je sais pas, hors du temps. Tu vis dans des
surtout ceux qui font, je pense comme la maison Nathan, comme toutes ces grandes maisons très connues, moi je n'ai jamais travaillé comme ça, je fais une collection par an, je la fais tourner. Mais ceux qui travaillent pour les saisons, ils doivent respecter des calendriers, des saisons, livrer les fournisseurs dans les délais, parce qu'il y a tout. Il n'y a même pas, il ne faut même pas s'imaginer les difficultés de pouvoir distribuer dans des délais où tu es engagé par des contrats, des délais, livrer ta marchandise. Donc il faut que le fournisseur de tissu livre le bon tissu sans qu'il y ait de défaut dedans à l'usine, que l'usine transforme la matière dans les délais, ne se trompe pas dans les tailles, etc. Puis relivre dans les boutiques pour que ce soit vendu, pour récupérer l'argent à la fin de la course pour financer ta collection suivante. Au fond, dans ta tête, tu vis 6 mois à l'avance. Tu vis même 1 an à l'avance. Les tissus, les couleurs et les tendances, c'est même 2 ans à l'avance. Oui. Les premières visions, c'est presque 1 an et demi à l'avance. En Italie que ça se décide, ça. Alors, tu as des bureaux de tendance qui décident, tu as en fait des espèces d'algorithmes, des humains, qui sont comme des algorithmes et qui se font des réunions entre eux, 2-3 ans à l'avance, et qui travaillent par continent et qui essayent de tirer l'air du temps en fonction de l'actualité, des guerres, de la politique, des Covid, en fonction des expositions que tu as dans le monde, et ils arrivent à mettre toutes les références, comme tu as des airbots, je pense que ça s'appelle, ce sont des espèces d'intelligence artificielle qui arrivent à capter, suivant ce qui sort sur les réseaux sociaux, les mots-clés les plus tapés. Et donc ils arrivent à voir, dans les algorithmes, arrivent à savoir, par exemple, qu'un mot qui va tout en sortir, c'est par exemple blush, maquillage, pour les joues, ou puis sortir à côté sécurité. Et puis suivant ces mots, ils arrivent à définir les tendances de ce que va arriver pour la couture, les couleurs, les matières. Donc on a envie de plus de cocoon ou plus de... Pour l'instant, la tendance qui arrive, c'est vraiment... Alors ce qui est dingue, c'est que moi, je suis comme un algorithme, quand je dis, je ressens la tendance. Comme je suis très connecté à Instagram, je suis tout le temps sur Insta, donc je vois ce qui sort chez tout le monde, et je sens qu'on va aller vers les années 20, qu'on va aller vers des influences. Il y a les expositions d'un tel et d'un tel et d'un tel peintre, donc du coup on va aller vers la sculpture, et puis je retrouve les mêmes tendances chez tout le monde en même temps, les mêmes envies, parce qu'on capte tous les années 20, évidemment. La culture des années 20, c'est quand même très mais revisiter tout ça. Oui. Mais par exemple, certaines couleurs, j'avais envie d'or. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dior a sorti Rihanna, la nouvelle publicité, j'adore des Dior avec de l'or. Paco Rabanne a fait une pub sur l'or, et Chanel vient d'en faire encore une sur l'or. L'or commence à sortir partout. Oui. Le léopard sort partout. J'ai créé cette robe Kentati, léopard. Voilà. Elle est, chaque fois je suis dans les tendances. Parce que j'ai capté les tendances. Mais il y a des spécialistes qui, c'est leur métier de capter les tendances par continent et qui arrivent à savoir ce vers quoi on va aller. Tu vois? Et donc, tout ça se décide d'avance. Mais donc, il y a toute la partie créative, mais toute la partie vente et production encore. Donc, il y a tellement l'industrie de la mode fait vivre tellement de métiers, mais c'est tout le temps sous pression. Et c'est vrai que tu sais jamais d'avance quel modèle qui va plaire, dans quel tissu, avec manche, sans manche, quelle taille, avant d'arriver à rentabiliser un modèle. Ben, il faut déjà, et alors par continent, quel tissu, quelle matière, quelle couleur, quelle taille, quel détail sur le vêtement qui va faire que le vêtement va se vendre, quel prix. C'est tout ça qu'il faut tenir compte. Donc il ne faut pas croire que c'est facile, que c'est pas juste dessiner une robe et puis la faire dans 10 tissus et puis on la produit et puis on distribue et puis c'est fini. Non, ça va pas comme ça quoi. Moi j'ai jamais été attiré par cette pression, en tout cas sur ma marque, de vouloir me mettre dans cet engrenage de sortir comme Chanel 10 collections par an, c'était de la folie quoi. Surtout qu'on était une ère, maintenant on produit de moins en moins, on a trop produit, on recycle. Donc moi j'ai toujours été dans ma haute couture, j'étais vraiment à part, dans un autre secteur, un autre créneau. J'étais vraiment à la pièce unique, etc. Par contre, si je fais du prêt-à-porter, c'est ma robe Kazaki par exemple, on va la faire au fur et à mesure de la demande, on la fait dans certains tissus, les couleurs édition limitée, unitaille, c'est un best-seller. Je prends beaucoup plus dans l'accessoire. Bien sûr. La fleur, le sac, tout ça. Bien qu'il commence à avoir beaucoup de concurrents dans l'accessoire. Hein. C'est beaucoup de demandes, hein. Donc beaucoup de marques qui créent des sacs et aussi. Hein. Oui, mais toi tes accessoires c'est plutôt les fleurs. Que tu
se multiplient à l'infini, tes branches, des colliers, des ceintures. Tu veux une petite fraise, Olivier? Merci, oui. Parce que pendant qu'on vous parle, on a fait de manger. Parce qu'on fera des podcasts par après avec Donc on aura fini les 4 épisodes ici de podcast. Il y en aura 2 bonus. Oui. Qu'on a décidé de rajouter, certainement. Mais alors après, je pense qu'on va certainement continuer avec en invitant des amis à s'exprimer, artistes, etc. Oui, les personnes qui t'ont entouré. On doit enregistrer les autres podcasts, il faudra qu'on enregistre les prochains encore. Quoi. Mais là, on n'est qu'au 2e, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la couture? Il y a tellement de choses à dire. Comment toi, tu vois ta propre couture maintenant, puisqu'elle a évolué? Tu as parlé de ta période noire. Ma couture, elle va de plus en plus vers la couleur, elle retourne vers un côté baroque, vers une excellence, moins de modèles, évidemment. Donc, j'ai envie de faire maintenant une pièce tous les 2 mois, mais un chef-d'œuvre. Voilà, un chef-d'œuvre. Qu'il soit contemporain, pas forcément, ça peut être du théâtral, ça peut être une pièce de théâtre extraordinaire, enfin une robe extravagante, complètement dingue, mais qui a vraiment pour but de former les jeunes stagiaires à se former chez moi. Qu'en fait, il y a de moins en moins de stages offerts à Paris, donc beaucoup de Français viennent faire leur stage chez moi, parce qu'ils retrouvent chez moi une vraie haute couture. Alors déjà, la haute couture, c'est un label déposé. Un label... c'est important. Voilà, alors ça, on peut expliquer aussi, c'est que la haute couture, c'est d'abord un label qui est déposé comme champagne. Donc je ne peux pas utiliser le terme haute couture. Je peux dire que c'est de la haute couture, mais je ne peux pas... je peux considérer que c'est de la haute couture, mais je ne peux pas l'utiliser, mettre Bernin de Bretagne haute couture, parce que c'est un label protégé, et que tu peux avoir des amendes si tu utilises ça. C'est Bernin de Bretagne couture, comme tu as Nathan couture, comme tu as Armani privé, pour remplacer le mot couture, ou tu as Versace, c'est couture, Valentino couture aussi. C'est édition Red, je pense, qu'ils ont fait eux. Tous les étrangers n'ont pas le droit de mettre haute couture, Elisab non plus, Zuer Murad, Ralph Lauren aux États-Unis, Oscar de la Renta. Ils font un travail digne de la haute couture, mais ne peuvent pas avoir le titre, parce que c'est un label protégé par la France. C'est-à-dire que quand les Allemands, pendant la guerre, ont voulu délocaliser la haute couture à Berlin, et aussi à Vienne. Alors il y aurait eu 2 pôles à l'époque qui étaient prévus de haute couture, au détriment de Paris. Lucien Lelon, à l'époque, qui était grand couturier, qui était directeur de la chambre syndicale, a fait retarder ce déménagement de la haute couture. Ils ont tout fait pour empêcher que la haute couture soit délocalisée et qu'elle reste à Paris. Oui. Et les Allemands, après, ont commencé à perdre la guerre, ils avaient d'autres projets plus urgents que s'occuper de la mode. Donc voilà, et donc après ça, ils ont décidé de rigidifier une loi concernant la haute couture, en disant que voilà, la haute couture doit être faite à Paris, essentiellement, elle peut être faite en France, mais surtout à Paris, travailler un certain nombre d'artisans français, ensuite employer un certain nombre de petites mains, 2 ateliers, tailleurs, flous, donc des règles très strictes pour atteindre le titre de haute couture. On comptait encore dans les années 2000 au moins 67 maisons qui portaient le titre de couture, elles sont plus que 11 ou 12 aujourd'hui. Il n'y en a presque plus. Donc, parce que la couture ne rapporte pas, et que, voilà. Par contre, des membres invités ou des personnes qui font de la couture, il y en a plein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui définit la haute couture? C'est évidemment tout le côté artisanat, d'art, mais aussi le sur-mesure. Alors, la haute couture aussi, dans les règles, c'est que c'est une robe vendue par continent. Une aux États-Unis, une en Asie, une en Afrique, une en Europe, par exemple. Et alors il y a encore un continent, peut-être l'Amérique latine. Une robe par continent. Si la première cliente qui a commande la robe, la première qui vient trouver la vendeuse haute couture, a la primeur sur telle robe. Si une autre cliente veut la robe, elle doit demander l'autorisation à la première cliente si elle accepte qu'on répète sa robe. Ainsi de suite. Si une troisième veut la robe, il faut demander aux 2 premières si elles acceptent qu'on répète la robe. Ce règlement est encore actuel? Bien sûr. Et donc, parce que elles mettent une robe de haute couture commence à la haute couture peut commencer à 12 000 € et finir peut finir à 20 000 €, enfin 20 millions, à 500 000 €. Pourquoi? Parce que si elle est brodée de vrais diamants, en collaboration avec Cartier par exemple, sur une robe, quand on met des vrais diamants brodés, ben, il faut payer les diamants, c'est la matière. Ça, ce qui coûte, c'est la matière et les heures, comme pour les fleurs. C'est les heures passées sur la pièce. Mais voilà, donc c'est genre des pièces uniques. Alors si on la répète, on change le tissu, on change la broderie, on change la couleur.
Il faut que ça reste des pièces uniques. Elle reçoit chaque fois un certificat, évidemment, et chaque robe est réalisée sur un buste, qui est un buste Stockmann. Chaque cliente a son buste, comme chez Massaro, il y a des empochoirs, les pieds en bois sculptés pour les chaussures sur mesure. C'est-à-dire que chaque cliente a son buste dans son atelier chez Chanel, et son buste, si la cliente prend du poids la saison suivante, si elle est enceinte, on va rembourrer le ventre, la poitrine, on réadapte le corps en fonction de la cliente. Donc c'est tout ce travail, parce qu'on ne peut pas faire venir la cliente tous les jours à l'atelier pour travailler sa pièce. Donc on travaille tout sur buste, et puis elles viennent, c'est minimum 3 essayages. Un essayage de prise de mesure, un essayage de toile, un essayage du vêtement bâti, c'est-à-dire qu'il est monté à la main une première fois avant qu'il soit cousu à la machine, et puis l'essayage final, donc il y a 4 essayages, qui se fait en boutique, enfin dans les salons, ou alors on se déplace aux États-Unis chez la cliente, etc. pour faire la pièce. Tout ce service de haute couture est très important. Un autre service, c'est que si par exemple tu achètes une belle robe chez Dior, et puis tu es dans une soirée et un monsieur marche sur ta robe et déchire toute ta broderie jusqu'en haut, qu'est-ce que tu fais? Ta robe est foutue. Donc tu viens la rapporter chez Dior et ils vont te démonter toute la pièce. Ils auront au préalable pris le soin de garder un métrage de tissu, un rouleau de tissu qui te permet de restaurer ta robe. Donc ça, c'est tout un service aussi qu'on a. C'est racheter suffisamment de tissu pour que s'il y a un accident sur ta robe, pendant un délai d'X années, tu vas pouvoir rapporter ta robe pour venir redémonter on enlève le morceau, on remplace un morceau, on le fait rebroder. Voilà, ça c'est un service que tu as en plus. Il faut que ta pièce puisse être conservée. Élargir alors bien sûr, élargir, ou alors les nettoyages à sec. Il y a des nettoyages à sec spécialisés pour ces pièces-là. Maintenant, une dame chic ne porte une fois sa robe en haute couture. Elle n'est jamais 2 fois sa robe. Elle est suffisamment argentée pour se permettre de porter une robe haute couture. Là, on la porte une fois pour une belle occasion. Là où elles vont la porter plusieurs fois, c'est si elles achètent par exemple un tailleur. Beaucoup de femmes s'habillent en jour en haute couture aussi. Là, je peux parler pour le soir. En général, on met une fois sa robe pour une belle occasion, on la garde, et ces robes prennent de la valeur avec le temps. Elles sont presque cotées en bourse, les sacs Hermès sont cotés en bourse par exemple, parce que ça perd pas sa valeur. C'est considéré comme des œuvres d'art, comme des chefs-d'œuvre. Si tu viens, on parlait de quoi là par rapport du jour. Beaucoup de clientes s'habillent en jour. Donc, c'est-à-dire, elles prennent l'avion en tailleur Chanel ou en tailleur Dior, en sur-mesure. Mais il n'y a pas de broderie. Elles sont juste faites à la mesure, voilà. Et c'est ça qui vend le plus. C'est le jour. C'est pas forcément les robes du soir. Hein. Les robes du soir, c'est vraiment pour le Moyen-Orient, pour les grands mariages, voilà. C'est là que ça se fait. Très peu achètent en... Alors, tu as beaucoup de maisons de semi-couture aussi. La semi-couture, c'est vraiment c'est des pièces qui sont faites qui peuvent être faites en série, tu vois, sur mesure. Il y a une différence entre le sur-mesure et la haute couture. C'est vraiment deux, il ne faut pas mélanger tout, quoi. Et toi, ta préférence maintenant, parce qu'on ne va pas parler du passé, ça j'en ai déjà parlé, mais tu as envie de continuer à faire des robes sur mesure, ou bien ça ne t'intéresse plus? Ça m'intéresse plus parce que j'ai beaucoup exploité tout ça, j'ai fait les plus belles robes de Marie du Monde, etc. Et c'est vrai que non, je veux me consacrer mon temps vraiment à la peinture, à la sculpture, la photographie, les photographies au collodion. Mon métier d'artisanat, j'ai qu'une vie, j'ai pas envie de faire toute ma vie la même chose. Par contre, je serais ouvert de prendre une place de créateur à la tête d'une maison pour dessiner. Juste dessiner les collections et superviser. Ça me plairait en prêt-à-porter, mais sous ma marque, non, c'est vraiment les fleurs, l'artisanat d'art. C'est toutes ces pièces-là. Maintenant, en prêt-à-porter, ça va vraiment cette robe Casati. De temps en temps, un best-seller qu'on va sortir et qui va être suivi sous le long terme. Voilà, je vais plus vite sortir un beau sac, je vais plus vite sortir d'autres produits, quoi, tu vois. Donc, je suis moins. Et alors, ma robe de couture, continuer à en faire une comme ça. Bon, si maintenant on a un membre de la famille royale qui souhaiterait qu'on lui fasse une belle robe, on lui fait, évidemment. C'est pas. Mais je ne vais. Des exceptions. Des exceptions, voilà. Mais c'est pas ça qui. Parce que tout le monde le fait, il y en a déjà tellement qui le font. J'ai envie de montrer autre chose. Tu vois. Et puis tu as des idées. Tu as d'autres idées dans la couture. Dans le domaine de la couture. Tu as encore des idées. Des milliers d'idées. Je n'avais pas exploité
Oui, oui, pour le moment, tu as plusieurs projets autour de la couture, on est Tout à fait. d'accord. Oui. Et si tu pouvais terminer par un mot ou une phrase qui caractérise ce thème de la couture, qui caractérise le métier de la création. Alors, la première, pour moi, c'est l'excellence, c'est la dextérité. Enfin, pour moi, si je fallait résumer, c'est quoi la haute couture ou la couture? C'est l'excellence. C'est atteindre l'excellence. Essayer d'atteindre une excellence, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'amour. Tu n'as pas d'amour pour ton métier, c'est pas possible. Il faut de l'amour, ça se fait avec l'amour. S'il n'y a pas d'amour derrière ça, c'est pas possible. La patience. S'il n'y a pas la patience, tu n'y arrives pas, tu n'arrives à rien. C'est impossible de faire quelque chose si tu n'as pas cette patience. Il faut l'humilité. Si tu n'as pas d'humilité, c'est pas possible de faire ce métier. Il faut être humble face aux matières, face à ce métier, parce que il faut de la sensibilité, énormément de sensibilité pour faire ces métiers. Je pense aussi qu'il faut du respect. Voilà, il faut bien évidemment de la folie. Il faut de la folie, de la fantaisie, mais la folie parce que c'est faire ce qui est rare, ce qui n'a jamais été fait, c'est apporter du rêve. La haute couture, elle apporte du rêve. Elle n'a pas pour but de rentabiliser, elle a juste un but de pouvoir aller plus loin, faire bouger les choses, faire bouger les lignes. C'est comme un tableau, c'est faire avancer les choses, faire passer des messages. Des messages de valeur aussi. Il y a le rêve évidemment pour les clientes, le rêve voilà d'atteindre des moments d'excellence, de faire pousser les choses. Il y a la sensibilité. La sensibilité, si on n'a pas de sensibilité au beau, faire élever l'âme, ça c'est le mot que je cherchais tout à l'heure après le rêve, c'est faire élever l'âme de quelqu'un. Moi quand je vois des personnes qui sont en larmes à mes défilés, c'est extraordinaire, comme des personnes en larmes devant mes paravents que je crée, ou la moindre robe, ou une vidéo d'art avec une robe, tout ça est important. Oser faire les choses, aller plus loin, c'est vraiment pousser à l'extrême le dépassement de soi, cette quête de se surpasser en tant qu'artiste. Mais ça, je pense que tous les peintres l'ont, on est toutes personnes créatives comme ça. Toucher l'âme des gens. Oui, et puis alors aussi, enfin, comme je disais avant, on en reparlera dans les podcasts certainement suivants, c'est que les métiers en fait de tête, que je parlerai, le notariat, les métiers d'avocat, etc., sont des métiers indispensables pour nous. S'ils ne sont pas là, ça ne tourne pas. Mais avant, c'est vrai on n'était pas vraiment reconnus parce que c'était un peu péjoratif, on dit un pied-à-nez, c'est ça. On tombait dans la couture comme on tombait dans n'importe quel métier. Et là, enfin, tous les métiers plus intellectuels sont fascinés par les artisans. Les artistes sont les premiers à acheter d'ailleurs. Ce sont les personnes qui ont ces moyens, qui achètent la couture, qui achètent le beau, le rêve. Les premiers collectionneurs sont toutes ces personnes-là, qui sont des métiers intellectuels sérieux. Comment on pourrait les décrire, ces métiers-là, qui sont dans le droit, la politique, etc. Mais enfin, on a une reconnaissance, une prise de conscience de la part de ces personnes qui reconnaissent que c'est une sensibilité de la main, une intelligence. C'est une intelligence. De cerveau droit. Oui, voilà. Que c'est pas péjoratif d'être couturier. C'est pas rabaissant d'être couturier. Que du contraire. Oui, bien sûr. C'est plein d'amour, c'est plein de passion, et c'est de la vérité en fait. C'est viscéralement le luxe. C'est ça aussi. Qu'est-ce que le luxe? On pourrait aussi se poser la question. On pourrait faire un podcast pour savoir ce que c'est le luxe. Sur le luxe, plein de luxe. Ah bon, on va faire ça. Ça, tu peux le noter. Le luxe. Mais on pourrait décrire c'est quoi le luxe. Mais en tout cas, décliner le luxe. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de parler au niveau, si on revient au niveau de la couture, cette quête de l'excellence, et puis il n'y a rien de plus beau que de pouvoir embellir les gens. On est là aussi, on est des thérapeutes. Moi je dis toujours, on est un peu les thérapeutes de l'âme. C'est-à-dire que par un vêtement,
on permet à une personne, que ce soit pour son mariage, que ce soit pour la mère d'un marié pour un mariage, ou que ce soit une femme d'affaires qui doit prendre un avion et être impeccable pour défendre un projet immobilier super important, par exemple. Oui, très bien. C'est un vêtement, c'est un avis de pouvoir. C'est pas pour rien que tous les rois de France, n'importe qui, tout était codifié dans le vêtement. Parce que c'est un outil de propagande, c'est un outil de féminisme, c'est un outil pour plein de domaines. Un homme politique, s'il n'a pas une structure, une veste qui tombe bien et qui, pour avoir une assise, faire passer les messages, une structure, le vêtement révèle une personnalité. C'est ta personnalité. Ça vient quoi? Soutenir la personnalité qui le porte, ça vient appuyer un message. Par l'image, une partie de ta personnalité au moment où tu le portes. Avant d'apparaître. Je pense que quand tu vas dans un auditoire, allez, un jeune étudiant, une UNIF qui doit se vendre devant un auditoire, vendre son projet, faire une défense de son mémoire, des choses comme ça, je pense que s'il est habillé dans le vêtement qui lui convient le mieux, il va le défendre mieux par le confort. Donc la haute couture, elle apporte aussi ça, ou le prêt-à-porter, un confort, une ergonomie. C'est ça aussi qu'on doit encore parler, et après on va pouvoir clôturer, c'est que c'est une contradiction, le métier de la couture, terrible, parce qu'il faut harmoniser dans un même vêtement, dans un même objet, une contrariété un corps, tous les corps sont différents, donc des corpulents, etc., une ergonomie des coudes, des genoux, de la taille, du bassin, du cou, les articulations, un squelette, une musculature. Il faut venir épouser ce squelette et cette musculature, un tissu qui a une tension, un vêtement qui a une coupe, une architecture, et un squelette dans son vêtement. Donc c'est arrivé, c'est ça qui est compliqué à comprendre pour un spectateur, on n'est pas des téléspectateurs ici, c'est des écouteurs, des personnes, le public qui va écouter nos podcasts, c'est qu'ils comprennent bien, c'est qu'il va falloir arriver. C'est pas comme on va prendre Philippe Starck qui va imaginer sa Louis Goutte, sa fameuse chaise en plexiglas, qui va devoir l'imaginer, le design, et puis la mettre en imprimante 3, la concevoir en technologie en 3D, et puis en réaliser un prototype, l'essayer, ça va pas, on n'est pas confortable, on va réussir plusieurs fois comme ça, et puis quand elle est faite, on la fait en série. Le prêt-à-porter, c'est un peu pareil. On fait une coupe, ça tombe jamais très bien dans l'industrie, parce qu'il faut que ça aille vite et que c'est tout standard. Ici, il faut bien penser, c'est d'arriver à harmoniser un corps, un squelette, donc une charte, un corps qui est conçu d'un squelette et des muscles, venir épouser avec une matière autour de ce corps, et arriver à adapter un confort que la matière ne chiffonne pas, mais donc un maintien. Donc il faut un squelette pour maintenir les couches entre elles, etc. C'est comme un tailleur bar, c'est compliqué, c'est des couches en essence qui sont chez Dior, tu ne te rends pas compte de la complexité d'un tailleur bar ou d'une veste Saint-Laurent. C'est comme ça que moi j'ai appris moitié en désossant les vestes de mes clients. On m'a dit, vous les désossez, vous observez comment c'est fait. Donc c'est la dissection, c'est là que tu apprends, c'est comme pour les facs de médecine, tu dissèques pour comprendre. Je fais la même chose dans mes roses. Je recommence en roses, ça fait la même chose. Dissection dans les roses, mais dans la couture, c'est pour ça que j'ai appris à faire les vestes. Ça, je peux donner le meilleur conseil à des jeunes. Si vous avez des vieilles vestes abîmées, n'abîmez pas les belles pièces de M. Saint-Laurent de haute couture, mais si vous avez des vieilles vestes abîmées de l'époque de M. Saint-Laurent, désossez-les, observez, vous allez comprendre comment c'est fait. Ou les tailleurs en Angleterre. Il y a des surprises. C'est extraordinaire de voir comment c'est fait. Mais c'est là qu'on voit toute l'âme du métier, toute la tension dans les mains, dans les couches qui sont cousues. Donc il faut pouvoir harmoniser, arriver à ce qu'il y ait une tension dans les matières pour que ça puisse épouser la nuque, les épaules, l'ergonomie d'une veste pour faire, tu vois, juste faire le dos rond pour que tu aies une aisance. Donc pour pouvoir se mouvoir, l'aplomb de la pesanteur, évidemment, parce que tu as, ça M. Dior l'explique très bien, c'est que tu as la pesanteur qui joue sur le tombé de nos tissus. Les lois de la pesanteur jouent là-dessus. Pas pour rien, moi je mets du plomb toujours dans mes robes pour que ça plombe, une jupe qui perche vers l'avant, vers l'arrière. Ce travail de retouche, de construction, de bâti quand tu construis une robe ou un vêtement pour que on puisse avoir un aplomb
dans les vêtements, mais aussi que les cordes, les faux plis résorber une poitrine. Toutes les poitrines sont différentes, toutes les épaules sont différentes. Rejouer sur une épaule plus haute que l'autre, donc de pouvoir tricher, ajuster avec des petites cales entre guillemets. C'est comme si tu veux, c'est comme un meuble qui tient pas le long d'un mur qui est dans une maison et qu'il faut mettre des petites cales pour qu'il puisse regarder. Ah ben on doit jouer sur toutes ces petites stratégies, ces petits trucs qui se chuchotent de génération en génération, d'un atelier à l'autre. Il y a une école Dior, il y a une école Saint-Laurent, une école Chanel, il y a une école Balenciaga. Tous les grands maîtres des années 50 ou des années 60-70, ils avaient tous, c'était des écoles. Ce qu'on apprenait chez Dior ne sont pas les mêmes choses qu'on apprend chez Chanel. Ce sont des écoles différentes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout ce savoir-faire, on arrive à une qualité telle qu'on arrive aujourd'hui chez Dior et Chanel, Saint-Laurent, Balenciaga, parce qu'il y a 100 ans d'histoire derrière Chanel, parce qu'il y a 80 ans derrière Dior, tu vois, donc, et beaucoup de choses sont perdues aussi, hein. C'est ça qui est terrible. Donc, c'est arriver à harmoniser tout ça sur une personne, sur un corps, et que tout s'harmonise, c'est vraiment le mot, harmoniser un aplomb, une matière, un confort, une esthétique, des longueurs, arriver à aussi une durabilité, l'entretien des matières, etc. Il y a aussi un travail, une façon de travailler pour que le vêtement ne se détende pas complètement. Il y a aussi des constructions dans les vestes ou les robes au niveau de la taille, des gros grains, des choses qui sont des secrets, des cigarettes dans les têtes de manche, des petites choses qu'on coud, qui sont secrètes, et qui vous permet à ce que votre veste dure dans le temps, et qu'elle soit durable aussi. Surtout pour les pieds de jour, qui sont portés plusieurs fois. Et que quand tu plies ton bras, que tu puisses avoir l'aisance pour le plier, mais que tu n'aies pas des faux plis quand tu plies ton bras, tu vois. Oui, et le coude marqué. Et surtout savoir lever ton bras pour que ta veste reste bien en place, tu vois. Il y a dans les patronages, dans le design de la veste. Je sais que chez Saint-Laurent, j'avais mon mannequin Sylvie, qui est une de mes mannequins fétiches. Elle a travaillé pour Saint-Laurent et elle disait, Saint-Laurent, il y avait un travail de détailleur pour déformer le dessous de la pièce sous le bras, pour déformer la pièce, pour donner une certaine aisance pour quand on lève la veste, que la veste ne vienne pas avec. En prêt-à-porter, t'achètes une veste chez une grande chaîne, ta veste, c'est une catastrophe. Les ans dans les doublures, pour donner aussi un maintien, une finition. La finition, évidemment, les boutonnières brodées à la main, ça c'est la haute couture aussi. Tout ce qui se voit pas. La haute couture, c'est comme dans mes fleurs. Tu vois mon fuchsia qui est tout fermé et qu'ils ont soigné, qu'ils ont fait tout l'intérieur de la fleur qui se voit pas. La haute couture, c'est tout ce qui se voit pas. C'est tout ce qui est dans l'architecture du vêtement, l'ossature, comme dans une tour à Dubaï, il y a tout un squelette dedans qui habille, qui maintient la tour. Ah ben dans la veste c'est pareil. Vous avez une architecture qui se voit pas, mais aussi des finitions qui ne se voient que pour la cliente, que personne ne voit. Et donc, c'est par exemple une finition d'un galon, un détail, une petite... Comme dans la décoration, finalement. Et comme tu parlais de thérapeute tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Oui, la décoration, c'est pareil. Est-ce que tout ce que tu as dit est adaptable à la décoration, aux soins de l'âme de la personne aussi? C'est ça. En fait, on est des thérapeutes, mais on soigne on soigne par la vie, en fait. Les artistes. On va dire que c'est peut-être tout le monde des cerveaux droits, parce que là tu as aussi la littérature. Ah oui, alors là. Tu inclus tout. Alors ça aussi pour la haute couture, on peut vite surfer dessus, mais il y a les dossiers de presse, il y a tout ce tralala, comme je dis, de présenter les dossiers de presse avec les descriptions des vêtements qu'on présente comme un menu. Avec des mots choisis. La robe, par exemple, idolâtrie. Alors, on l'appelle idolâtrie, c'est parce que le tissu fait penser à quelque chose. Et puis dire petite robe à poids extra fin, en cachemire, super, on va dire en laine, en cachemire et laine, sur un pantalon en super 120. C'est ça le détaillé. Ça part dans tous les sens. Tout et finalement, c'est un tas de détails, toutes des nuances et des détails. Et puis alors aussi la présentation des collections, la musique, les défilés, le choix des mannequins, les fittings. On pourrait parler jusque demain, mais c'est vrai qu'on pourrait faire plus tard un podcast sur le luxe. Qu'est-ce que le luxe? Oui. C'est vraiment très intéressant. Et on va décliner ce mot-là. Donc voilà.
Bien. Bon, prêt pour le prochain podcast. Oui, on se retrouve dans quelques jours. Oui, pour le podcast suivant. encore une Numéro conversation intime, podcast numéro 3. Oui, certainement. Merci mille fois. 3. Merci à toi. Bisous. Bientôt.